signal, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons. Le temps des cerises sifflera bien mieux, le merle moqueur. La station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission Art Racaille du 24 janvier 2023. Vous venez d'écouter le groupe Noir Désir dans ses œuvres, et nous allons tenter au cours de cette émission de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne avec comme invité de la partie artistique, non pas une peintre, non pas une musicienne, non pas une écrivaine, mais un modèle, et pas n'importe quel modèle, Fernande Olivier, qui a été pendant un temps trop long, à notre avis, la maîtresse de Pablo Picasso, ce vieux con. Ouais, salut à tous. Eh ben, vous pouvez nous mettre un petit mot sur notre mail artracaille@orange.fr. C'est la lutte finale, un combat d'initiés sont les perdants qui gagnent, nos dames émancipées, les médias sous le roi, mon peuple articulé, d'un pantin au long bras, faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard sang élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes, nos sarcasmes aux armes, etc. Que veut cette horde militaire de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres français quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi? Nos flics soldats mercenaires alors qu'on est tous étrangers aux armes, etc.
et la loi triche. L'impôt se rit des malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches. Le droit du pauvre est un mot creux, des preuves qui se ramassent à l'appel. L'égalité n'existe pas de droit sans devoir, dit-elle. Égaux à la naissance parfois, liberté libre, et chérie, ce qu'on la thune n'ont que l'odeur. Amour sacré de la patrie et la fraternité se meurt. Et la fraternité se meurt. Aux armes, Mélismel. Et nous allons tout de suite poursuivre avec le presse-papier de votre copain Chouchou concernant la manif. La première manif syndicale qui a fait le plein de syndicats, c'est un exploit cette année, que j'ai intitulé Manif Canapé et télévision BFM TV, dont les journalistes ne sont pas toujours au top dans l'art de reporter. Sauf un, dont je ne retiens hélas pas le nom, et qui doit fréquenter une tranche d'âge qui frise celui de la retraite, et donc à sa place dans ce monôme. Qu'en plus il connaît bien l'histoire de cette pénultième arnaque politique. Réformer la retraite, une obsession du patronat depuis sa création, au lendemain de la seconde boucherie mondiale. Et, droite et gauche de l'échiquier politique, j'écris bien droite et gauche mano à mano, sont une turlute à ce propos. Bon, joli cet enfumage périodique. La main sur le cœur, mes chers concitoyens, nos chers camarades. Et sur ce coup, quoi faire, quoi dire pour dénoncer les mensonges d'un banquier qu'une minorité de vieux cons, inutiles et grabataires, retraités du haut du panier, a élu pour qu'ils gardent leur fric au chaud. Pour les autres, la gauche réformatrice, dont regard fut un éminent, et pour les gaullistes de gauche, type Seguin, il n'y a pas hiatus à s'y attaquer aussi. Et bon an, mal an, les majorités se succèdent en alternance, gauche-droite, droite-gauche, même combat pour foutre en l'air cet acquis du Conseil national de la résistance, mis en forme par un ministre du Travail communiste d'un gouvernement gaulliste, Ambroise Croizat, dont un ministre du Travail de Mitterrand, François Rebsamen, ignorait qui était cet Ambroise Croizat. Il y a bien un ministre du Travail de Mitterrand qui ignore qui a permis cette immense révolution sociale des retraites, de la sécurité sociale et du droit aux vieux à vivre pas dans la misère forcément. Dire l'immense culture politique de ce personnage dit de gauche. Bref, avec cette impression récurrente d'écrire et de parler pour ne rien dire, les carabistrouilles sur l'utilité de réformer, c'est-à-dire de détruire
la retraite à la française. C'est pendant pas longtemps, soyez-en assurés, les amèches. Arrêtons de cultiver l'illusion. Or, le pognon de dingue dont le petit Napoléon de l'Élysée fait son pot-au-feu, il n'y a pas de salut. Qui le dit? On ne le croit pas. Tout simple. C'est un menteur professionnel comme tous ceux de sa race prédatrice. Pire qu'un banquier, une horde de banquiers, un vol de rapaces, une meute de loups, des charognards qu'aucune carcasse en décomposition avancée ne rebute, mais qu'au contraire les fait saliver. La retraite à la française va bientôt disparaître sous leurs coups de bec, de crocs, de griffes. Nous vivons un nouvel épisode du combat de David contre Goliath. Si la légende nous dit que le petit mec à la fronde s'est fait le gros nanar de géant, ne rêvons pas, c'est une autre forme d'enfumage biblique. Les géants gèrent, pas les poulbeaux qui veulent mettre Paris en bouteille. Des barricades des Trois Glorieuses, de la commune de Paris de sa fin sanglante, et pour une toute petite part la révolte de mai 68, rien n'a vraiment changé. La richesse de ce pays, ce sont ses habitants qui la produisent, et qui profitent pourtant qu'à une minorité, dont les politiques assurent le service après-vente. Vous pouvez écouter Bernard Friot, qui cause de cette arnaque à la retraite. Nous vous en donnons le lien sur notre blog à la suite de nos presse-papiers. Une émission du web, Le Média. Ruffin y cause aussi, et Besancenot, de cette réforme en forme de faire part. Il ne reste plus qu'à sortir les mousquets de nos caves, ou du dessous de nos liquages, et avanti popolo, qu'on va leur y foutre du plomb dans le prose à ces bouffons. Bon, d'accord, pas dit que ça change grand-chose. Ils ont de quoi répondre pour nous la fermer définitivement. Que ça s'est vu par le passé. Question massacre des gens d'en bas, ils en ont une expérience sanglante. Ouais, c'est intéressant là, tout ce qu'a dit Bernard Friot. Effectivement, je mettrai le lien sur, c'est sur le média où il raconte, il explique bien clairement justement toute cette façon de voir. Lui, Bernard Friot est un sociologue, il travaille à Réseau Salariat, il est aujourd'hui, comme il dit, à la retraite, mais il continue de, je crois, de donner des cours à Paris-Nanterre. Et ce qu'il nous explique, c'est que pour lui, en fait, on ne parle pas de retraite, on parle d'un salaire, mais un salaire qui est lié à la personne. Donc, en fait, tout individu a droit, quand il rentre sur le marché du travail, à une somme que lui estimerait à, par exemple, 1700 €, quels que soient les diplômes, le handicap. Enfin, voilà, on démarre dans la vie avec 1700 € et petit à petit, on va avancer un petit peu sur une échelle sociale et on lui imagine un salaire qui une échelle qui irait de 1 à 3. Et en fait, la personne donc garde toujours ce salaire et va progresser petit à petit. Donc en fait, le moment où on s'arrête de travailler au sens d'aujourd'hui, en fait, on garde ce salaire parce qu'en fait, il estime que toutes les compétences qu'on acquiert au cours de sa vie, bien sûr, on les garde tout le temps. Donc même une fois à la retraite, on va continuer de bénéficier de toutes ces années qui nous ont permis d'avancer, d'évoluer, de comprendre mieux la vie, d'être plus performant, par exemple sur les logiciels, sur les démarches à faire. Enfin voilà, on peut continuer à apporter tout ce qu'on a acquis, donc il n'y a pas de raison que d'un coup on perde de tout ça. C'est pareil pour la sécurité sociale, hein. Il dit bien, il vient de sortir un livre justement où il explique bien que le trou de la sécurité sociale, ce trou qui existe mythique, c'est des purs mensonges, hein. Il s'agit effectivement, on pioche dans ces caisses. Donc lui, le gouvernement, l'État. Oui, bien sûr. Et comme tu disais, sur défaire les acquis du Conseil de la Résistance, j'ai retrouvé une citation que citait les Pinsons Charlot de Denis Kessler, qui en 2007 disait que le modèle social français est le pur produit donc du Conseil national de la Résistance, que c'est ce compromis entre les gaullistes et communistes, qu'il est grand temps de le réformer et que ce gouvernement s'y emploie. Et que aujourd'hui, il s'agit de sortir de 45 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la Résistance. C'est écrit noir sur blanc, enfin c'est des écrits qu'on peut retrouver, donc c'est pas fantasmé du tout, c'est acté quoi. Et puis c'est dès le vote de ce projet de sécurité sociale, etc. pour tout le monde, que le patronat et la droite se sont battus pour foutre tout ça en l'air. Et là, on en arrive, si vous voulez, presque à la fin.
Oui, oui, donc Bernard Friot l'explique bien, hein, dès les premières réunions en 47-49, effectivement, on revenait sur ces acquis. Effectivement, en 45, au sortir de la guerre, les communistes avaient quand même participé avec la résistance. On pouvait pas ne rien donner, ne rien distribuer, sinon on avait peur que ce soit, je pense, une révolte populaire ou vraiment la révolution qui arrivait. Donc il fallait un petit peu donner quelques miettes pour effectivement avec l'idée qu'on allait rapidement revenir là-dessus, quoi. Donc à écouter Bernard Friot, donc qui a participé à un livre sur la sécurité sociale et sur les retraites, sur sa conception justement de cette histoire de salaire qui est lié, qui est déconnecté de l'emploi. Et c'est passionnant. Vraiment, en fait, il faut l'écouter. C'est un petit, il doit avoir 65 ans à peu près, 70 ans peut-être, 70 ans. Ouais. Et il explique, il est vraiment très clair. Lui dit aussi qu'il faut se méfier du corps, qui est le Conseil d'orientation des retraites, qui peut aussi des fois dire un peu n'importe quoi. Mais j'aime bien lui ce qu'il raconte, c'est des communistes et c'est vraiment du communisme où là chacun reste souverain de sa vie et de ses choix, quoi. Mais vous avez en même temps, toujours sur le même site, le média, vous avez une analyse de Ruffin et de Besancenot sur ce même sujet. Et tous les trois, si après avoir écouté ces trois versions, vous n'avez pas tout saisi, parce que c'est pas si facile que ça à intégrer cette histoire de continuité entre la vie dite active et la retraite, qui peut être aussi active d'ailleurs, et qui l'est pour beaucoup de retraités, dans les associations, etc. Eh bien, il faut revenir là-dessus, il faut y réfléchir, en discuter avec des copains qui sont un peu plus agiles que nous pour expliquer toutes ces choses-là, parce que l'explication est très très bien faite, mais on a vécu pour la plupart avec l'idée que fatalement la retraite était liée aux cotisations, mais là ils essayent de nous faire comprendre que pas du tout. La retraite est indépendante des cotisations. Et ça, c'est difficile à comprendre, à admettre en tout cas. Non, ouais, c'est vrai qu'il faut vraiment faire de la pédagogie. Donc le livre que Bernard Friot vient de coécrire s'appelle Retraite, généraliser le droit au salaire. Donc je ne sais pas si ses écrits sont aussi clairs que ses interventions orales, mais voilà, c'est important. Oui, mais c'est peut-être important de les lire, ces écrits, parce que on peut là, c'est pas un discours qu'on écoute, mais c'est notre tête qui est mise au boulot, quoi. Et lire les choses, des fois, ça peut être vraiment indispensable et c'est complémentaire de ces exposés. Voilà. Mais écouter, c'est pas comme. Moi, effectivement, le discours de Bernard Friot, ça fait déjà pas mal d'années qu'il est expliqué. Hein. Je l'avais écouté il y a une quinzaine d'années. C'était déjà au café de la Commune dans la rue d'Aligre. Là, c'était assez intéressant. Donc, il répondait aussi aux questions. Et voilà, donc à continuer. Et sinon, on peut rappeler que cette manif a quand même été donc un succès. On a nos amis brestois qui nous ont envoyé des nouvelles. Brest, 140 000 habitants, 13 000 personnes dans la rue, c'est quand même génial, quoi. Et moi, j'ai des amis du côté de Saint-Malo, c'est pareil, Saint-Malo, quand même petite ville bourgeoise, 3 000 personnes dans la rue. Ah, plus qu'à Brest? Non, 3 000. 3000, mais Saint-Malo est une petite ville et je pense c'est une petite ville c'est une ville très bourgeoise. Donc le fait qu'il y ait 3000 personnes dans les rues de Saint-Malo, je trouve que c'est important. Bon, à Paris, bien sûr, il y avait du monde. Moi, les amis autour de moi qui sont allés manifester ont bien vu que oui, il y avait foule. On voit les images des rues pleines et tout ça. La place de la République, elle n'était pas encore vidée, qu'ils étaient déjà la nation. Voilà. Et ce qu'on peut, alors par contre, ce qu'on a appris ce matin dans la presse, c'est qu'effectivement la police a encore fait du zèle et a tabassé un manifestant et qu'il a été obligé d'être amputé d'un testicule. C'est quand même encore gravissime qu'il y ait ces violences policières. Et tu me disais qu'il y avait une enquête, donc j'espère que ça restera pas impuni. Une enquête judiciaire et une enquête de l'IGPN. Voilà, donc espérons que ce mec-là, il était par terre, il était au sol, il était sur le pavé, et les mecs, ils s'acharnaient sur lui, quoi. Voilà, parce que c'est pas un hasard s'il a reçu un coup de matraque sur une burne. Il faut vraiment... non, voilà,
ces genres de sadiques là, voilà, ces mecs-là, ils devraient être virés de la police tout de suite, quoi. Il n'y aurait pas besoin d'enquête, allez, on les vire, voilà. Fallait pas taper, fallait pas émasculer un manifestant, voilà, c'est quelque chose. Alors, émasculer, maintenant, ça s'ajoute aux mains arrachées, ça s'ajoute aux yeux crevés, ça s'ajoute au flashball dans la poitrine, etc., etc., quoi, voilà. On en est là, on ajoute comment dirais-je, une blessure gravissime de plus au Ouais, non, mais palmarès. effectivement, c'est de l'acharnement. Donc maintenant, il faudra manifester avec les lunettes de plongée, des coques pour les hommes. Enfin bon, c'est quand même. Donc espérons qu'il n'y ait pas un non-lieu sur cette affaire-là. Et puis les voltigeurs en moto. Oui, il y avait des. Moi, j'ai un ami qui m'a montré effectivement. Dans les gens, quoi, ouais, il y avait tous ces. C'est quand même eux qui sont responsables, qui étaient responsables de la mort de Malik Osekim à l'époque. Et là, il y avait quand même. Moi, j'ai vu sur une photo effectivement tous ces voltigeurs dans une rue parallèle qui attendaient, quoi. Et ça, normalement, ils avaient été interdits. Ils ont été remis il y a pas longtemps, quoi. Bah, par l'allemand. Ah oui. Et Darmanin. De grands humanistes. Voilà. Alors bon, moi j'avais commencé à l'évoquer la semaine dernière, ou j'ai oublié d'évoquer, je sais plus. Je voulais parler du nouveau rapport d'Oxfam qui vient de sortir sur les inégalités mondiales. Oxfam est quand même, c'est une ONG qui fait un travail assez extraordinaire. Et donc voilà, je pense que le rapport est disponible. En tout cas, il est en lecture libre sur Internet, et il confirme bien sûr ce qu'on répète sans arrêt sur les riches, sur les inégalités sociales. Mais ah bon, il y a des riches. C'est toujours important quand même de revoir ces chiffres pour bien se dire que c'est pas des petites inégalités, que c'est quand même monstrueux, et que quand on parle de taxer les riches, en fait, c'est quand même rien du tout. Quand on voit les chiffres, par exemple, on voit que depuis 2020, il y a 2/3 des richesses mondiales produites qui ont été captées par les 1% les plus riches. Et quand on voit sur des graphiques l'évolution des milliardaires entre 87 et 2020, c'est impressionnant la fortune. C'est-à-dire que on a carrément ça monte en flèche, quoi. Donc les milliardaires ont gagné 2,7 milliards de dollars par jour depuis 2020, grâce à l'intervention publique face au coronavirus. 2,7 milliards par jour. Donc oui, on peut leur prendre de l'argent, il n'y a pas de souci, quoi. Ils n'ont pas besoin de 2,7 milliards par jour. Et depuis 2020, les 10 premiers milliardaires ont gagné 189 milliards d'euros. Donc c'est à peu près 2 ans de facture de gaz, d'électricité et de carburant des Français. Donc au moment où le prix de l'énergie explose, oui, taxons-les, ces riches, quoi. Et taxer la fortune des milliardaires français d'à peine 2%, donc permettrait de financer tout ce qu'on veut financer. Et éventuellement, si on parle de déficit des retraites, même si, alors que bon, Bernard Friot dit que de toute façon, lui, il n'y a pas de déficit, hein. Et si vraiment on a du mal à financer tout ce qu'il imagine sur ce continuité de salaire, on fait de la création monétaire, l'argent, on peut le trouver, quoi. Et ce qu'on apprend dans ce rapport, c'est qu'aujourd'hui, c'est Bernard Arnault qui est l'homme le plus riche de la planète, et que sa fortune correspond à celle de 20 millions de Français. 20 millions, c'est énorme. Et donc le rapport, après, il y a plusieurs chapitres avec des graphiques, il est vraiment très clair, très bien fait. Et moi, ce que je voulais quand même rappeler, c'est qu'on n'a pas toujours été dans ces baisses d'impôts pour les plus riches, qu'il y a eu des moments où les taux d'impôts pour les plus riches, comme par exemple aux États-Unis, étaient de l'ordre de 90%. C'est-à-dire que les impôts sur les plus riches étaient autrefois beaucoup plus élevés, et qu'aux États-Unis, le taux marginal de l'impôt fédéral sur le revenu était de 91%, entre 1951 et 1963. Et c'est quand même énorme, 91%. Aujourd'hui, tout le monde commence à pousser des hauts cris quand on parle d'un taux qui est quand même nettement inférieur. Et ça fonctionnait. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, en fait, quand il y avait même, malgré ces taux d'imposition élevés, qui étaient soutenus par toutes les sensibilités politiques, c'est des décennies qui ont été prospères et qui ont connu quand même des développements économiques. Donc voilà, il faut le savoir, ça existait, on peut continuer là-dessus, on pourrait revenir là-dessus. Oui, c'était le New Deal, non? Oui, je pense. Ouais, ça a permis de créer des emplois, surtout pour les gens comme les artistes en particulier. Voilà, l'État fédéral leur allouait des allocations pour créer, etc. C'était quand même assez festif. Voilà, c'est vrai que cette fiscalité donc plus forte sur les plus riches, c'est la condition préalable pour pouvoir
les gouvernements donc déployer toute la réduction des inégalités, car on aurait ainsi des ressources nécessaires pour investir dans la santé, l'éducation, avec des sociétés plus heureuses, une meilleure santé, des recherches de développement, des transitions. Mais bien sûr, ce qu'on veut pas, bien sûr, on ne veut pas qu'il y ait de la joie, qu'il y ait tout ça, parce qu'effectivement, des gens qui ne sont plus dans la peur permanente et le fait de ne pas savoir comment le lendemain on va pouvoir se chauffer, manger, là, ça évite de penser, de demander plus, de faire la... Voilà. Et ça évite aussi d'aller aux manifs parce qu'on a peur, voilà, on nous fait croire en tout cas que les manifs c'est contre-productif, etc. Ouais. Si vous voulez, on est baigné toute notre vie, on baigne dans le mensonge d'État, dans le mensonge du patronat, dans le mensonge de la banque. Voilà, nous sommes les responsables de tout ce qui se passe, c'est pas du tout les gens qui détiennent quasiment la fortune, des fortunes qui sont comparables à des fortunes, à des États. Parce qu'il y a des petits États, il y a des milliardaires qui ont plus d'argent que les petits États. Voilà. On arrive là, quand même. C'est bien que ça leur tourne un peu la tête. Ouais. Et l'autre fois, je disais une citation de Spinoza qui disait qu'effectivement, pour pouvoir gouverner, il faut générer de la tristesse. Parce que oui, bien sûr. on peut pas. Si les gens sont dans la joie et ça fonctionne pas. Donc en fait, ça veut dire aussi, on peut prendre le contre-pied que la joie est une arme révolutionnaire. Absolument. La joie, la bienveillance, l'altruisme, Absolument. tout ça reste des armes révolutionnaires en fait. Absolument. Et donc, tu es une révolutionnaire, et moi, je suis un contre-révolutionnaire. Pas du tout. Si on s'en réfère à ce que tu... Elle avait les lèvres pincées, un anus de gallinacé. Moi je rangeais ma gratte, mes affaires, à la fin d'un concert. Elle est venue me parler d'une de mes chansons où j'avais dû dire bite et con, peut-être même couille, enfin des mots qu'on trouve dans des dicos. Je pense qu'elle s'était d'ailleurs trompée d'endroit et de soir. Les gonzesses sont ailleurs, ça vient rarement me voir. Bref, elle m'a dit ceci, comme si j'avais été une crotte sur son tapis, un cheveu gras dans son thé. Dans vos couplets sommaires, vous visez au plus bas. Monsieur, vous êtes vulgaire, je ne vous salue pas. La tournée les talons, toute fière et toute seule. Moi je lui ai dit, ah non, tu te fous de ma gueule. Dire foutre et cul, c'est peut-être osé, tout ce que tu veux, laisse-te saler. Mais la vulgarité, ça n'a rien à voir avec ça. C'est par exemple mettre sans broncher 1000 ouvriers sur le pavé. Tandis qu'en bourse, des actions montent et ne pas en avoir honte. C'est comme à Managua d'offrir aux filles Havre. En zone franche là-bas qu'un salaire d'esclave. C'est réduire à plus rien l'aide minable déjà. Que la vieille qui tend la main espère chaque mois. C'est limer les crédits de l'école publique. Et tant pis pour qui vit dans des quartiers merdiques. C'est dire comme certains, celui qui est dans la misère, c'est au fond qu'il le veut bien. Ça c'est vulgaire. Vulgaire, tu vois, pour moi c'est pas bouffer ses nouilles avec ses doigts, péter au bal de la duchesse ou de foutre la main aux fesses. Mais c'est répandre l'idée abjecte que la médecine ça s'achète, qu'elle a donc une pour les rupins, puis une autre pour les chiens. C'est polluer les têtes, nos rejetons mignons, avec une culture faite pour piquer leur pognon. C'est leur faire croire aux petits, sans défense et tout beau, que le bonheur c'est Barbie, Coca, Mickey, McDo. Vulgaire c'est m'imposer sous couvert de commerce, de la barbaque bourrée d'hormones les plus diverses. C'est breveter la vie, prendre l'eau, bientôt l'air, pour en tirer profit. Ça c'est vulgaire. Vulgaire c'est titrer à la une sur le mariage ou la fortune des stars dents blanches et peau bronzée dans leur ghetto doré. C'est affirmer haut et dur que ce monde conduit par des ordures est le seul possible désormais et que j'ai qu'à m'écraser. C'est la raison d'État, Thatcher et Pinochet, l'Afrique qui se noie, le Tibet sacrifié. Sont les mafias qui rient de toutes leurs dents en or, et c'est la barbarie de la peine de mort. Sont les enfants d'Irak, de Gaza, de Timor qu'on étouffe et qu'on traque depuis 10 000 aurores. C'est enfin commencé ce joyeux millénaire avec nos mains cachées en acceptant la guerre et l'homme tel qu'il est, sans refus, sans colère, sans l'envie de gerber. Ça c'est vulgaire. C'était Michel Vuller qui interprétait Vulgaire.